Mardi 18 octobre 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'avant-projet de chronogramme de la première tranche de la deuxième session ordinaire de l'année 2016, dite session budgétaire, a été unanimement voté ce lundi par les députés. Son application devrait non seulement permettre à l'Assemblée nationale de s'approprier des textes rigides et réglementaires pour son bon fonctionnement, mais aussi adopter des projets de loi en faveur du pays. Le compte rendu est signé Diao Bachir. Ouverte depuis le 5 octobre 2016, cette deuxième session ordinaire aura surtout permis au président des différents groupes parlementaires de définir un chronogramme de travail. Les travaux en commission vont ainsi se pencher sur l'adoption des projets de loi qui tiennent en compte l'ouverture et le développement du pays. Le Code international de navigation des transports sur le fleuve Sénégal, la convention portant création de l'agence de gestion de la navigation. Il y a le projet de loi portant protection du patrimoine routier de la Guinée. La commission des mines, c'est pour une convention de base révisée de la société Chevanier Anglo Gold Ashanti de Guinée. La commission santé a travaillé sur un autre texte de projet lié au protocole de coopération dans le domaine de la recherche scientifique avec le Maroc. Parmi les 10 textes soumis aux élus du peuple figurent également le code électoral et celui des collectivités. Ceux-ci, selon Mohamed Alpha Diallo, seront pris pour 2 mois. Les codes électoraux de collectivité ainsi de suite, on les prend pour 2 mois. Les travaux en commission se poursuivront du mardi 18 au dimanche 23 octobre 2016. Justement, à la plénière de ce lundi, plusieurs députés ont été empêchés d'accéder à la salle. Pour cause, ils sont venus en retard alors que le président de l'Assemblée nationale avait ordonné la fermeture devant tous les retardataires. Suivez les réactions de 2 parlementaires et du directeur de cabinet du président Claude Kori Kondiano dans ce reportage de Mohamed Alpha. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, il explique comment il s'est retrouvé dehors après la fermeture de la porte de l'hémicycle par le président du Parlement. On a commencé l'appel. Entre-temps, j'ai eu un coup de fil important. Je ne voulais pas quand même répondre à l'appel dans la salle. Je suis sorti. Au même moment, quand je sortais, on m'a dit que quelqu'un m'attendait au bureau, aussi important. Je suis descendu. À mon retour, j'ai trouvé que la porte était cadenassée. J'attendais à la radio parlementaire le président crier « Laissez-moi mettre de l'ordre, laissez-moi mettre de l'ordre ». Je ne peux pas vraiment me prêter à ce genre. Je vais rentrer dans ma voiture et aller à la maison. Contrairement au président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle qui a tout simplement pris sa voiture et rentré chez lui, l'honorable Fischer, lui, bien qu'il était venu en retard, a forcé la rentrée dans la salle. Pour lui, la décision n'a pas été partagée à l'ensemble des députés. Je n'étais pas au courant de la décision. Je pensais que c'était un abus de pouvoir de quelqu'un. Ils m'ont mis une décision que moi je n'ai pas intégrée en plénière. Je ne savais pas où est-ce qu'elle a été prise. Je n'étais pas au courant de la décision. Donc j'ai ouvert la porte le plus naturellement que possible. Je suis rentré le soir. L'Assemblée nationale n'appartient pas à quelqu'un. Ce n'est pas une décision d'un individu là-bas. Selon le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, l'acte de fermeture de la porte est simplement un message que Claude Kori Kondiano a voulu passer et non un règlement des comptes. Après l'avoir rappelé à plusieurs reprises, et ce depuis que nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, depuis le 13 janvier 2014, avec l'actuelle législature, très souvent, la question de la ponctualité et de l'assiduité, très souvent ça a été rappelé. Donc le président voulait simplement faire passer un message, et si certains ne l'ont pas compris comme tel, c'est leur droit, mais vraiment, cela ne doit pas être pris dans une autre proportion ou peut-être autrement. Ce point de vue est loin d'être la position du président de la majorité présidentielle qui promet d'ailleurs des explications à son chef hiérarchique. C'est totalement unilatéral, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est que le résultat de son état d'âme d'hier. Ce n'est pas son état d'esprit, ce n'est pas une décision du bureau, ce n'est pas conforme à la réglementation du fonctionnement de l'Assemblée. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais je vous promets qu'on s'en expliquera. Décision partagée ou pas, ils sont nombreux des observateurs avertis qui pensent que les députés de l'actuelle législature ont peu de soucis par rapport au rôle qui est le leur, c'est-à-dire légiférer des lois et contrôler l'action gouvernementale.
Les conclusions issues des concertations dites du 12 octobre continuent de poser acteurs politiques et sociétés civiles guinéennes sur plusieurs points. Les deux bords s'accordent certes, mais sur les questions liées à la désignation des chefs de quartier et de district, les points de vue sont carrément divergents. Quant à la société civile, quand la société civile parle de confiscation des droits des citoyens, les politiques, eux, pensent que tout le contraire. Daouda Mohamed Kamara. Le dernier dialogue politique a-t-il été un deal entre mouvance et opposition républicaine ou un simple moyen de préservation de l'unité nationale et la stabilité politique? L'un dans l'autre, politique et société civile, ne semblent pas percevoir cet accord pour le même objectif. Le dialogue politique dont il est question, c'est un jeu politico-politicien pour détourner les Guinéens des vraies questions du développement. Le pouvoir et de l'opposition sont aujourd'hui dans un copinage qui ne dit pas son nom. Cette prise de position par la société civile trouve bien son interprétation chez certains acteurs politiques qui saluent la signature de cet accord. Le constat est que nos acteurs de la société civile sont à la recherche d'une légitimité perdue et d'une crédibilité perdue. Ils sont davantage dans un combat d'affirmation de leur propre leadership que de l'intérêt accordé aujourd'hui au progrès démocratique de notre pays, pour d'un idéal de paix, de cohésion nationale, condition sine qua non du développement. Y a-t-il eu vraiment violation de la loi au sortir de ce dialogue? Chacun se défend et argumente sa position. Comment se fait-il que le code électoral, qui a prévu en son article 109, à travers d'autres articles qui ont permis aux citoyens à la base de choisir librement leurs représentants et d'être électeurs, que lors de cet accord politique que j'appelle arrangement politique, qu'on viole ce droit aux citoyens? Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'insuffisances, parfois même de vide juridique en matière d'organisation de ces élections du conseil de quartier et de district. Pourquoi parle-t-on d'une violation des lois alors que tout le monde sait que ces lois-là sont insuffisantes? Chez les citoyens, chacun aussi va de son commentaire et ses interrogations sur les conclusions de ce dialogue. Sur les points précis des élections de quartier et district ainsi que le sort de la CENI, seule la position prochaine du Parlement situera le peuple de Guinée. Un accord économique lie désormais la Chambre de commerce de la Belgique et aux opérateurs économiques guinéens. Le partenariat a été signé ce mardi à Conakry dans un réceptif hôtelier de la place. C'est une action qui vise à rassembler un maximum d'entrepreneurs et d'investisseurs guinéens et internationaux évoluant dans plusieurs secteurs de développement économique et social. Reportage Moussa Sifa Kamara. Ces accords contribueront au développement et à la stabilité du pays. Ils permettront également aux participants de s'informer afin de répondre nécessairement aux besoins réels d'investissement en Guinée. La mission de ces hommes d'affaires de la Belgique est le signe d'un intérêt manifeste de s'ouvrir au pays. Mori Kamara est secrétaire général. ACEP s'exprime sur le rôle qui incombe les entreprises guinéennes. C'est nous qui allons travailler avec la CBL, c'est nous qui allons améliorer nos échanges, c'est nous qui allons profiter de l'expertise de la CBL, qui est un pays quand même qui a fait ses preuves en matière des affaires. Donc notre institution étant une jeune institution, nous devons de s'appuyer sur ces expériences pour pouvoir émerger. Pour réagir face à une situation, il faudrait mieux s'informer davantage, précise le vice-président de la Chambre des commerces de la Belgique. Eh bien ici c'est pour que l'information, que ce soit sur les affaires, que ce soit dans des grands dossiers mondiaux, que si nous les recevons, eh bien nous les transmettrons à nos amis de l'APIC et à nos amis de la CEFEC certainement, puisque nous sommes partenaires. Donc c'est un échange d'informations et je crois que c'est l'essentiel. Qui a l'information a le pouvoir. La Guinée a du potentiel, un pays en construction, mais qui a besoin de moyens humains et matériels pour se développer. On est jeune, c'est une population jeune, c'est une population ambitieuse, motivée, qui en veut, mais qui n'a pas toujours les moyens ni toutes les capacités. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir l'appui de tout le monde, l'apport de tout le monde. Et j'espère que durant cette visite, ceux qui ont pu aller à l'intérieur du pays, constater les réalités du terrain, parce que c'est ça aussi les réalités du terrain, ce n'est pas seulement le NUM, c'est qu'à l'intérieur du pays, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'occuper nos jeunes. C'est la troisième mission économique belge dans le cadre de créer un partenariat entre les entreprises des deux pays.
Santé à présent dans cette édition d'information, la consultation gratuite des enfants souffrant de fente labio-palatine ou bec de lièvre a débuté lundi à Kamaen. Pour cette première journée, quelques malades ont répondu présents pour se faire consulter. Le constat avec Aïssata Fofana. Amadou Moussa Diallo est un enfant de 7 ans atteint d'une tumeur congénitale au niveau de la lèvre inférieure. Élève en classe de 2e année, il a abandonné l'école à cause des moqueries de ses camarades. Après de multiples démarches pour ses soins, ses parents veulent encore croire à un miracle. On a appris qu'il y a les blancs qui sont venus pour soigner beaucoup de maladies. Maintenant, on est venu envoyer l'enfant pour voir si on peut avoir le médicament. Comme la famille d'Amadou, d'autres parents avisés pour cette consultation ont répondu présents à ce rendez-vous. Sur les 5 patients auscultés, 4 présentent des complications. Le premier cas est relativement plus simple parce que c'est une fente incomplète de la lèvre supérieure. Les autres cas sont plus complexes, notamment le second enfant qui a une malformation, une fente totale associée probablement à d'autres malformations. Des cas qui nécessitent une intervention chirurgicale. C'est pourquoi l'ambassadeur du royaume Saint-Pierre et Paul d'Italie en Guinée promet d'apporter sa contribution. Nous sommes en train de voir même s'il y a la possibilité au niveau du royaume. Aujourd'hui même je vais essayer de parler avec le roi, voir des cas les plus difficiles, si on peut les envoyer en Europe pour être opérés, parce que les conditions auxquelles ils vont opérer en Guinée, ça ne serait pas totalement ça. Cette journée de consultation gratuite en faveur des enfants souffrant de fente labio-palatine est une initiative de l'association EMS Afrique Guinée en collaboration avec l'ONG Life and Life. Dans quelques jours, les opérations chirurgicales vont débuter. Le gouvernement guinéen et des partenaires techniques et financiers s'activent dans la détermination de cohérence des politiques de pêche. Pour répondre à cette préoccupation, un atelier pour la mise en place du comité national en faveur du calcul de l'indice de la gouvernance marine et côtière a été initié ce mardi à Conakry. Une action qui s'inscrit en droite ligne du projet Goamer qui regorge des pays de la sous-région ouest-africaine. Le compte rendu est signé Omar Sow. La Guinée, après être retirée de la liste rouge de l'Union européenne des pays qui pratiquaient de plus la pêche illicite, le département de la pêche se veut pour mission désormais d'amener les acteurs du secteur halieutique à se réunir pour l'élaboration d'une nouvelle politique de pêche, d'où la tenue de ce séminaire de 2 jours. Les annonces sont posées parce que la surveillance, comment on va appeler ça, le repos biologique, c'est le centre de recherche halieutique de Boussura qui l'a proposé depuis des décennies et finalement on a été écouté par la politique, c'est accepté, donc ça c'est parti. Si on ne peut pas amener à 3 mois le repos biologique, on ne peut jamais réduire à plus de 2 mois. Donc on va maintenir le repos biologique, on va maintenir la lutte contre la pêche INN et on va maintenir la surveillance de la ZDE guinéenne. Le comité national de suivi pour l'indice de la gouvernance marine et côtière sur la politique cohérence de pêche est mis en place pour appuyer le ministère de la pêche dans sa stratégie pour la gouvernance dans ce secteur. La mise en place de ce comité donc est coordonnée au niveau régional par la commission sous-régionale des pêches et bénéficie de fonds de l'Union européenne, du programme des Nations Unies pour le développement et de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette institution d'alerte a déjà commencé à travailler sur le terrain. En septembre dernier, il a calculé l'indice national de gouvernance des ressources marines et côtières, donc dont vous avez entendu qu'il a une moyenne de 0,25, ce qui correspond à une bonne moyenne, ce qui montre que la gouvernance des ressources marines et côtières ici en Guinée s'améliore. La mise en application de cette institution de veille par la Commission sous-régionale des pêches vise à accompagner les ministères de pêche des 7 États membres dans son travail de gestion durable des ressources marines et côtières.
L'esprit de créativité des jeunes Guinéens à l'étranger fait du chemin. Le dernier exemple en date est Fasseli Mansaré. Ce jeune de la diaspora d'une trentaine d'années vient de lancer sa propre marque de vêtements. Le jeune styliste veut implanter son entreprise en Guinée dans le but de créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne. Alseni Diallo. Le talent de créativité des jeunes Guinéens dépasse les frontières du pays. Que cela soit dans le domaine sportif ou culturel, aujourd'hui, l'expertise guinéenne émerge à travers le monde. C'est dans ce cadre que Fasseli Mansaré entend redorer l'image culturelle de son pays d'origine en créant une marque de vêtements, d'où sa présence en Guinée. Si vous me voyez ici aujourd'hui, c'est grâce à la culture guinéenne parce que la Guinée m'a donné une éducation. Et je me suis dit, j'ai pas d'argent à donner à la Guinée, mais peut-être je peux exploiter mon talent, parce que je peux le faire en Europe, et je pourrais rester en Europe, faire des marques sans venir en Guinée. Mais si je suis là, c'est pour que les Guinéens d'abord bénéficient de cette marque, après les Européens ils pourront bénéficier après. 7 mois après la création de cette marque, l'entreprise a déjà fait des prouesses selon son PDG en habillant l'équipe nationale d'Issili lors de la dernière sortie, mais aussi les acrobates du centre d'art acrobatique Keta Fodeba lors de la première édition l'Africaine Incroyable Talent organisée en Côte d'Ivoire. À travers son projet, ce styliste compte accompagner l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Je suis venu pour rencontrer aussi, profiter de rencontrer des investisseurs. J'ai le projet d'employer la jeunesse guinéenne, créer de l'emploi, c'est ça mon rêve. Et je pense que je pourrais le faire. Avec cette action, ce jeune compte ainsi valoriser la culture guinéenne sur le plan national et international. L'actualité sur le continent en RD Congo, un accord politique a été trouvé entre la majorité, la société civile et une partie de l'opposition. Il prévoit cet accord la nomination d'un premier ministre issu des rangs de l'opposition et la mise en place d'un comité de suivi. Regardez. Il y aura bien une présidentielle en RDC, mais elle aura lieu en avril 2018. Sans surprise, la majorité et seulement une partie de l'opposition qui a accepté de négocier sont tombés d'accord. On l'autorise par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable. Seule date fixée par l'accord adopté par acclamation, celle du dépôt des candidatures, prévue pour le 30 octobre 2017. Les différents scrutins devront avoir lieu 6 mois après. Joseph Kabila, dont le mandat prend fin le 19 décembre, lui, est maintenu dans ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais il devra gérer le pays avec un premier ministre issu de l'opposition, poste qui devrait revenir à Vital Kamerhe, ancien directeur de campagne de Kabila, passé à l'opposition en 2009. Mais pour l'Union européenne, principal bailleur de fonds de la RDC, avril 2018, c'est beaucoup trop loin. On pense que encore c'est possible d'avoir des élections en 2017 et aussi encourager tout le monde à être clair sur le fait que la Constitution sera respectée, y compris sur les limites de mandat du président Kabila. Le rassemblement constitué en juin par la majeure partie de l'opposition et notamment de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi a toujours refusé le dialogue national et dénonce aujourd'hui cet accord. Et nous considérons ça comme un non-événement. Nous continuons à exiger la tenue d'un vrai dialogue qui va résoudre le problème de la crise congolaise et qui va respecter notre constitution. Mais le respect de la constitution, c'est quoi? Parce que nous devons être clairs. Le respect de la constitution, c'est que M. Kabila n'aille pas au-delà de ces 2 mandats. Les opposants à Joseph Kabila appellent à des journées villes mortes mercredi dans tout le pays. Les dernières manifestations contre le pouvoir en septembre ont fait une 50aine de morts. Ailleurs dans le monde, la bataille de Mossoul, jour 2, annoncée depuis des mois, l'opération de reconquête a débuté hier, appuyée par une coalition internationale. 30 000 soldats irakiens sont déployés pour reprendre la grande ville du nord de l'Irak des mains de l'organisation État islamique. Comme prévu, les djihadistes font de la résistance, mais les forces gouvernementales continuent de progresser. Suivez. L'avancée des combattants kurdes se fait au milieu de larges colonnes de fumée noire. Les djihadistes de l'État islamique mettent le feu au gisement de pétrole avant de reculer vers le centre de Mossoul. Officiellement, l'Irak a repris le contrôle d'une vingtaine de villages depuis hier.
Mais les combats sont durs, intenses. Et la détermination des membres de Daesh immense. Ce blindé irakien à gauche de l'image est détruit par une attaque suicide. Beaucoup prédisent une bataille longue et difficile, mais pas question de l'évoquer franchement. Daesh est en train de s'effondrer. Leur morale est vraiment très bas. Nous avons des informations comme quoi beaucoup d'entre eux sont en train de fuir Mossoul. Ils fuient la ville avec leur famille et tout ce qu'ils possèdent. Comme dans tout conflit, la propagande émane des deux camps. Ici, des images bien banales du centre de Mossoul, fournies par le prétendu État islamique. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre et tout va bien. Les gens sont dehors, nous avons été au marché. Il resterait environ 4000 combattants à Mossoul. Pour les déloger, la coalition internationale ne se contente plus de frappes aériennes, mais fournit aussi un appui au sol très concret, comme ses artilleurs français. Cette offensive pourrait durer des mois. D'après le ministre français de la Défense, la bataille qu'on qualifie de cruciale fait également un désastre humanitaire pour 1,5 million d'habitants. L'ONU craint même un déplacement massif, voire très massif, des populations dans les jours qui viennent suivre. L'afflux de réfugiés est déjà massif dans ce camp au sud-est de Mossoul. 700 déplacés arrivent quotidiennement depuis une dizaine de jours ici. Ils ont fui avant même le début des combats pour échapper aux tirs, aux bombardements et à la faim. La ville irakienne compte près d'1,5 million d'habitants qui pourraient fuir massivement dès la première semaine de combat. Les organisations humanitaires craignent une crise sans précédent. Nous attendons jusqu'à 200 000 personnes maintenant et jusqu'à 700 000 personnes fuyant Mossoul dans les prochains mois. Les organisations cherchent désespérément à se préparer, mais gérer autant de personnes à la fois nous paraît extrêmement difficile. 6 camps d'urgence ont déjà été installés en Irak pour accueillir les réfugiés. 11 autres sont prévus d'ici la fin de l'année d'une capacité de 120 000 places. Très insuffisant pour les humanitaires. Ce sont des arrivées massives. Et ici, dans ce camp, nous n'avons la place que pour 1600 familles. Avant même la bataille de Mossoul, plus de 3 millions de personnes ont déjà été déplacées en raison du conflit. Cette offensive va entraîner un nouvel exode de très grande ampleur. Dernier élément de cette édition, guerre de gang de Sao Paulo. Dans les prisons du Brésil, des établissements pénitentiaires sont devenus le théâtre de violents règlements de comptes qui ont fait 18 morts en 2 jours. La fin d'une alliance entre 2 factions de crimes organisés serait à l'origine de ces affrontements d'une violence qui parfois dépasse l'entendement. Suivez. Lundi soir, pénitencier Franco d'Aroncha, en grande banlieue de São Paulo. Une 50aine de détenus s'échappent de l'aile psychiatrique de la prison après avoir mis le feu. Moins d'une 20aine de détenus sont rattrapés par la police. C'est la 3e rébellion en milieu carcéral au Brésil en moins d'une semaine. À plusieurs milliers de kilomètres de là, 2 établissements se sont embrasés dans 2 États de la région amazonienne. 18 morts au total. À Porto Velho, lundi, 8 détenus ont été tués, leurs corps carbonisés, 2 autres ont été gravement blessés. La veille, une émeute dans l'enceinte du pénitentiaire agricole de Boa Vista a fait 10 morts. Certains détenus ont été décapités avec des bouts de bois arrachés au mur. 2 factions rivales sont aux prises, le premier commando de la capitale et le commando vermeil qui agissait de concert dans le trafic de drogue notamment depuis 20 ans. Mais vendredi, c'est la rupture. Les premiers ont donné l'ordre de tuer les seconds dans toutes les prisons du pays. Une centaine de parents venus en visite au parloir sont pris en otage. Là où j'étais, c'était calme, mais de l'autre côté, il y avait des bruits d'explosion, des tirs. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes là-bas. La police met plusieurs heures avant de libérer les otages et de faire revenir le calme. La sécurité publique dans tout le Brésil est préoccupante parce que le crime organisé est davantage organisé aujourd'hui. Il contrôle presque toutes les unités de prison du pays, d'où il commande aussi le crime à l'extérieur. En 2015 déjà, l'ONG Human Rights Watch pointait les risques d'une surpopulation carcérale dans des prisons vétustes grevées par la corruption et les liens du crime.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.